Salut Johan, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Johan, tu es docteur en littérature, critique et éditeur. C'est écrit sur la quatrième de couverture du livre que tu viens de sortir. Ça s'appelle Militer, verbe sale de l'époque. C'est aux éditions Haut et Fort, enfin aux éditions Autrement dans la collection Haut et Fort. En gros, fais une espèce de généalogie, tu fais une recherche sur ce que c'est que ce mot militer, qui est souvent utilisé aujourd'hui comme une insulte envoyée au visage de ceux qui précisément s'engagent. Alors, je dis s'engagent alors que tu prends soin de bien distinguer l'engagement du militantisme. On va y revenir, mais d'abord j'ai une définition toute simple. Qu'est-ce que pour toi, non pas militer, mais qu'est-ce que pour toi est un militant? Et est-ce que militer est le fort uniquement du militant, ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent militer qui ne soient pas des militants? Enfin, comment est-ce que tu définis ces deux concepts que sont le verbe militer, mais aussi le nom commun militant? Alors, merci déjà de m'inviter. Effectivement, j'ai essayé dans cet essai de définir ce qu'était le militant et ouvrir, comme tu le fais, par une question sur la définition. Ça permet de dire que militer, c'est un verbe, militer, c'est un verbe qui est apparu dans la langue française à la Renaissance, et c'est un sens exclusivement militaire, c'est-à-dire appartenir à un ordre, voilà, pour mener des combats, et c'est un peu ce qu'on entend encore aujourd'hui. Mais le terme de militant lui-même, il apparaît au détour des années 1830, dans ce 19e siècle qui est un siècle du progrès et surtout un siècle des révolutions. Il apparaît aussi en 1830 parce qu'en 1794, il a changé de sens et il est devenu un verbe au sens figuré, c'est-à-dire que militer, c'est plus seulement militaire, c'est au cœur de la Révolution française, faire en sorte que des idéaux puissent être admis, à savoir l'idéal de la démocratie, et surtout essayer de convaincre, de persuader que la démocratie peut être atteinte. Et donc, en fait, ce verbe, qui avait un sens très dur au départ, est devenu une sorte d'idéal démocratique, de faire advenir la démocratie. Mais c'est surtout, en fait, un vrai problème, c'est que tant que le verbe militer existe et tant que le mot militant existe, ça veut dire que la démocratie n'est pas parmi nous et qu'elle doit combattre, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, un autre ordre qui est celui, un terme qu'on n'emploie pas beaucoup puisqu'on lui préfère celui d'oligarchie. Moi, je ne conteste pas le terme d'oligarchie, mais le militant s'oppose au stratocrate qui est celui qui fait régner un ordre militaire mais sans forcément d'uniforme. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que effectivement, le mot militant est devenu une insulte parce que effectivement on le renvoie à son passé militaire et surtout à son passé dogmatique, extrêmement hargneux, extrêmement violent. Anticritique aussi. Anticritique, anti-débat, c'est-à-dire que militant c'est devenu le synonyme même de l'absence de tout dialogue possible. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de vérité là-dedans? Est-ce que le militant, c'est pas aussi parfois un peu celui qui, toujours aujourd'hui d'ailleurs, celui qui ne va pas remettre en question les consignes de son parti ou de son courant idéologique, qui va asséner des vérités toutes faites parce que une personne d'autorité, souvent au sein de son parti ou de son mouvement politique, va les avoir proférées. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité dans ce rapport à l'ordre, à la discipline et à l'absence et à la volonté d'absence de débat? Ah oui, il y a une vérité qui est tout à fait historique. Moi, je distingue trois âges des militants. Des militants l'âge des militants qui va depuis 1945 jusqu'aux années 60 avec deux figures, effectivement extrêmement obtuses, on va dire, à savoir le prêtre ouvrier, mais aussi le militant communiste, qui restent des figures de sorte d'hyper-militantisme et des figures de dogmatisme où l'engagement devient finalement comme une fin de non-recevoir à tout dialogue possible. Et ça s'accompagne d'une idéalisation, d'une héroïsation, qui fait que finalement, on ne peut rien leur opposer. Et ça, en fait, ça a expliqué très progressivement le reflux de ce type de figure qui reste encore présente. Je crois que dans la sociabilité politique, où il y a des militants politiques, ça forme une sorte de terreau à partir duquel on peut, effectivement, un parti peut s'ériger. Donc, ça n'a pas disparu historiquement, il y a une sorte de permanence, mais c'est vraiment le militant communiste
tout au long du XXe siècle, incarne vraiment avec force et même violence cette figure-là. Et puis progressivement, cette figure s'est un peu essaimée dans la société. Et autour des années 60, on a la naissance du militantisme. Le terme de militantisme arrive dans les années 60, c'est un anglicisme. Et là, on a des enseignants militants, des cheminots militants. C'est-à-dire que militant ne devient plus un substantif, mais devient une sorte d'adjectivation. Et là, c'est beaucoup plus souple. Là, c'est beaucoup plus souple. Il y a une sorte de manière de dialogue qui s'engage. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Moi, j'appelle ça l'ère du post-militantisme parce que, effectivement, on est revenu de ces sociabilités militantes extrêmement fermées. Elles existent encore. Sinon, il n'y aurait pas de parti politique. Elles existent encore. Et j'ai envie de dire heureusement. Voilà, heureusement, je pense que c'est une exception heureuse. Et puis là, en fait, il y a une circulation du militantisme qui est en train de se réinventer, mais qui reste quand même je dirais, un problème qui est en train de se construire. C'est-à-dire, comment être militant aujourd'hui? Est-ce qu'il faut revenir, on est un peu à la croisée des chemins, est-ce qu'il faut revenir à ce que tu décrivais à l'instant, c'est-à-dire cette absence de dialogue? Est-ce qu'il ne faut pas montrer une manière finalement de ne pas pouvoir dialoguer pour en fait affirmer ses idées? Ça a quand même un but positif, ça n'a pas un but, comme on a pu le dire, de terrorisme, mais c'est un but d'affirmer ses idées, c'est-à-dire que les autres vous empêchent de parler, vous voulez affirmer ses idées. Et puis le reste, est-ce qu'il ne faut pas s'ouvrir au dialogue? Je tiens quand même à dire aussi une chose, c'est que ce reproche sur le militantisme obtus qui ne dialoguerait pas, c'est... Nous, on peut en discuter ici très clairement parce que on va sans trahir de secret, on est un peu du même bord politique. Mais je pense que lorsque c'est dit par des partisans adverses, à savoir des militaires de droite ou d'extrême droite, c'est en fait une projection de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un entre-soi. Et de la même manière, ils sont dans une forme de non-dialogue et de radicalité qui, parce qu'elle est dominante, ne s'affirme pas comme telle. Oui, alors tu dis une chose, j'allais dire rigolote, mais intéressante dans ton livre. Tu dis qu'il ne peut pas y avoir de militants d'extrême droite. Oui. C'est contradictoire, en fait, dans les termes. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu oui, ça? parce que en fait, militant, c'est vraiment attaché à des idéaux progressistes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment la naissance du terme autour des années 1830, après les Trois Glorieuses de 1830, c'est une manière de faire progresser des idéaux d'émancipation et de progrès liés à la Révolution française. Et donc, quand on parle de militants d'extrême droite, moi je me disais en écrivant le livre, mais il y a quand même un problème parce que l'organisation des militants d'extrême droite, elle est militaire. En fait, elle est extrêmement militaire. On voit toutes les milices qui défilent, qui vont casser la gueule aux gens, notamment à Lyon ou à Lille, tous les bars ou toutes ces librairies d'extrême droite qui pullulent un peu partout, sont quand même dans une organisation qui relève d'un modèle militaire. Voilà. Et ce modèle militaire n'est pas du tout, on parlait des militants communistes, mais ce n'est pas du tout leur modélisation, leur hiérarchisation et leur rétribution aussi. Parce que ce dont je parle et ce dont on ne parle pas assez, c'est qu'il y a une rétribution morale du militantisme et dans l'extrême droite, c'est une rétribution morale mais aussi financière. Et ça, c'est, il me semble, ce pouvoir de l'argent, il est lié aux militaires, à une certaine vision milliardaire de la société. Des mots qui riment, comme tu le notes dans ton livre. Oui. En introduction, j'ai parlé de cette dissociation importante que tu fais entre le militantisme et l'engagement, entre être militant et être engagé. Tu es assez vert vis-à-vis de tout ce qui a trait à l'engagement, et on peut le comprendre. Hein. C'est vrai qu'on est quand même on est en 2024 et tout est engagé. Tu parles, hein, je cite tes exemples, la betterave est engagée, Walmart est engagé, je sais pas quoi, tout le monde est engagé, alors qu'en fait ils ne le sont pas vraiment. Est-ce que quel rapport tu établis entre l'engagement et le militantisme? Est-ce que c'est une question de degré? Je ne le pense pas, mais je te pose quand même la question. C'est une question de degré, c'est-à-dire en gros, l'engagement serait une version un peu amollie du militantisme, ou est-ce que c'est deux concepts qui vont dans deux endroits complètement différents? C'est ce que tu viens de dire, c'est deux concepts qui vont dans deux endroits différents, parce que spontanément, quand on dit qu'on est engagé, ou quand on dit qu'on milite, au départ, jusque dans les années 80, militer et s'engager sont absolument synonymes. Il n'y a absolument aucune différence entre s'engager et militer, mais progressivement, on a eu une ostracisation des militants parce que certains se sont engagés. Et l'engagement, c'est devenu la version morale d'un militantisme qui est devenu une version immorale
dangereuse. Darmanin, après Sainte-Soline, a parlé d'écoterrorisme en récupérant un vieux terme de la droite ultralibérale américaine. Et progressivement, les deux termes ont pris des voies différentes. Une voie morale, présentable, télévisuelle et télégénique, celle de l'engagement. Moi, j'ai eu l'idée de ce livre quand mes parents sont tombés malades l'année dernière. J'ai dû aller faire leurs courses et dans leur supermarché, il y avait un emballage de betteraves. Il y avait une betterave dessinée qui disait « Je suis une betterave engagée ». Et moi qui viens d'un horizon littéraire, l'engagement c'est Sartre, enfin c'est des grands idéaux. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Comment ça se fait qu'une betterave puisse brandir Sartre à la betterave. Sartre à la betterave, il y a un problème. Et je ne m'étais pas du tout posé la question. Et j'ai donc essayé de regarder, comme tu le rappelais, un petit peu tous les exemples pour dire qu'on est en fait dans une culture de l'engagement. Tout le monde de nos jours est engagé. Mes neveux, quand ils étaient au CE2, ils avaient plein de cours sur l'engagement vert, l'engagement écologique. Et l'écologie, elle est vraiment au centre de je pense, de cette bascule, puisqu'on nous propose de faire des petits gestes à chaque fois quotidiens pour la planète, alors que des grands groupes pétroliers souillent la planète et que nos petits gestes ne représentent que 2 ou 3% de l'économie de CO2, de gaz. Donc c'est vraiment dérisoire, mais cependant, c'est une manière en fait de criminaliser tout acte militant et décidé. Voilà, c'est vraiment l'engagement est utilisé comme une arme contre le militantisme, au corps défendant même des engagés. Les gens qui s'engagent en faisant les petits gestes pour la planète ne sont absolument pas tous contre le militantisme. Mais quand même, ça permet d'ostraciser, c'est une forme de criminalisation indirecte. Est-ce que pour être militant, pour militer, il faut nécessairement appartenir à une organisation structurée? Je te dis ça parce que tu ouvres ton livre sur Justine Triet, qui a une réalisatrice qui a gagné la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, et son discours justement de réception de son prix, dans lequel elle a dressé au vitriol un portrait de la France sous Emmanuel Macron, et on l'a accusé à ce moment-là de militantisme. J'ai pas très bien compris si toi tu validais le fait que Justine était une militante, ou si au contraire parce que moi j'ai pas l'impression que ce soit une militante, tu vois. J'ai l'impression que pour le coup elle fait une proposition en tant qu'artiste, elle a un discours, elle a une tribune, et elle se dit tiens, je vais dire un truc qui était d'ailleurs très très juste, mais pour autant elle n'appartient pas en fait à des cadres organisationnels de la gauche ou de tous ces espaces qui portent l'émancipation et la démocratie dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que pour être militant, il faut nécessairement appartenir à une organisation qui structure des combats et des luttes? Oui, je crois qu'il faut distinguer effectivement deux choses. Pour moi, Justine Triet, elle est pas militante du tout. Elle a un comportement citoyen, elle a une réaction face à un déni de démocratie sociale en l'occurrence, puisqu'elle protestait contre l'absence de redistribution des aides du CNC, de la retraite. Bref, elle avait une réaction très saine en fait sur un blocage démocratique qui était celui de la France tout au long, je crois, si je me souviens bien, de janvier jusqu'à avril 2023 sur la question du débat sur les retraites. Et pour moi, le terme de militant a été galvaudée à son sujet parce qu'elle ne fait partie, à ma connaissance, d'aucune structure militante, d'aucune structure politique, et que le terme a été servi, en fait, instrumentalisé, même comme une insulte pour elle, pour l'empêcher d'avoir un avis sur la question. Et je crois que effectivement, être militant, c'est appartenir effectivement, comme par exemple les soulèvements de la Terre. Quand on milite au soulèvement de la Terre, on est militant, on fait partie d'une association, d'une structure, on se rend à Sainte-Soline pour protester contre les méga-bassines, on obéit, oui c'est ça, on obéit à une manière d'essayer de protester contre des dénis de démocratie, mais soi-même, voilà, quand soi-même on exprime son point de vue, on n'est pas militant, mais il y a une sorte de glissement, comme si en fait elle était dans un secret qu'elle ne voulait pas révéler et qu'elle agissait en fait au nom d'une structure qui ne dit pas son nom, et que son point de vue était non pas situé mais faussé, parce qu'en fait elle ne disait pas tout lorsqu'elle révélait une vérité. C'est le fait de dire une vérité sur la société sans soi-même dire tout ce que l'on est. C'est-à-dire comme si elle cachait des choses, et donc le fait de dire la vérité sur la société sans soi-même révéler à partir de quel point de vue et de quel point d'énonciation on parle, ça invalide le discours, et donc c'est l'objet d'une manipulation. C'est en fait
un grand classique de la droite, c'est-à-dire on accuse les militants d'être finalement très peu clairs ou d'être des citoyens, lorsqu'ils s'expriment, de manipuler ou, comme ça lui a été dit, d'être une imposteur, puisque comment protester contre le déni de démocratie sociale quand 5 minutes avant on a écrit son discours dans une suite du Carlton. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Il y a une phrase très drôle que tu cites, je crois, d'une tribune dans Le Point, où ils disent, de toute façon, les artistes, quand ils militent, on dirait qu'ils rotent. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est comme c'est une femme, il faut qu'on la ramène à son corps, au scatologique. C'était, je crois, oui, Le Point ou Slate. Enfin, c'était en fait rabelaisien, ou c'était Gérard Darmon qui parlait d'une bouse, ou Eddie Mitchell et Amanda Lear, que pourtant j'aime bien, mais qui racontaient strictement n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut militer. Leur point de vue, c'était on peut militer, mais il faut quand même un arbitrage des élégances. C'est-à-dire, voilà, pourquoi ne pouvait-elle pas accepter son prix? C'était pas le lieu. Voilà. Oui, mais ça, la question des espaces en fait, dans lesquels peuvent se déployer la mise à nu de ces vérités dont tu parles, est une question importante. Et c'est ça en fait qui définit, qui crée parfois la gêne. Personne n'est dérangé si Justine Triet, par exemple, va faire une manif. Tu vois, genre, elle a le droit d'aller faire une manif parce que la manif, c'est l'espace où elle a le droit de revendiquer en tant que citoyenne son engagement, on va dire, au sens noble. En revanche, lorsqu'on parle de cinéma, alors là, les gens sont choqués. Tu n'as pas le droit, c'est pas l'endroit, on ne parle pas de politique dans ces espaces-là. Donc je pense que les espaces en fait, dans lesquels se déploie le militantisme ou l'engagement, c'est ça qui, derrière, va définir la réaction avec un grand R. Et d'ailleurs, tu le dis aussi dans ton livre. J'ai une autre question, parce que tu y consacres un chapitre, en fait, tu reviens à tes premières amours. Je rappelle que tu es docteur en littérature. Tu consacres un chapitre au fait que la littérature empêche de militer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, en fait, en écrivant le livre, j'ai commencé à voir que l'essentiel de mes références venait de la littérature, et puis le champ du débat public en France, il est structuré autour de la littérature. Ça, c'est une des particularités. C'est aussi le cas en Italie, mais c'est beaucoup moins le cas. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, c'est pas du tout le cas en Angleterre, mais il y a une spécificité en France où, depuis le XVIIe siècle, il y a 3 lois qui régissent un peu la France. C'est la loi morale. La loi religieuse, la loi civique, et puis ce qu'on appelle la loi morale, qui en fait est la construction de l'opinion. Et l'opinion, elle se cristallise toujours autour de livres. On l'a bien vu encore récemment avec le consentement de Vanessa Springora en 2020. Toute la question du consentement, elle a été concentrée, remise sur la table avec la question précisément de la parution de son livre contre Gabriel Maznev. Et moi, je me suis dit, mais je lis quand même un certain nombre de livres qui battent en brèche le militantisme, qui battent en brèche l'engagement, et j'ai vu que la littérature, contrairement à ce que moi je pouvais penser quand je faisais mes études, elle a changé de rôle. Elle s'est un peu déplacée. On vit une période d'une littérature CNews. Il y a toute une littérature avec les Michel Houellebecq, les Sylvain Tesson, qui sont maintenant vraiment catalogués à l'extrême droite et qui, sans aucune surprise, s'érigent contre le militantisme. Et bon, ça, c'est pas une surprise. Mais il y a une littérature qui est beaucoup plus difficile à démêler pour nous, parce que c'est une littérature estampillée de gauche, une littérature estampillée même parfois d'extrême gauche, qui en fait, joue le jeu du combat contre le militantisme. J'ai à l'esprit, notamment Nicolas Mathieu, le prix Goncourt en 2018, qui a sorti un livre il y a 2-3 ans qui s'appelle Connemara et qui expose en fait tous les critères de ce qu'on appelait auparavant la littérature engagée, à savoir qu'il essaye de réfléchir à la manière dont une employée, une cadre supérieure, est victime de burn-out. Et on se dit, en commençant à lire le livre, ah voilà, enfin quelqu'un qui prend un sujet à bras-le-corps, et elle a une colère, elle est en colère contre sa vie, ça ne fonctionne pas, bref, mais c'est une colère empêchée. Et au lieu de militer, au lieu de s'engager dans une structure syndicale, ou au lieu de lutter, elle fait un burn-out. Elle fait un burn-out et la seule échappatoire qu'elle a, c'est en fait de trouver un amant. Et tout ce qui pouvait être de l'ordre politique devient de l'ordre
psychologique et devient ce que moi j'appelle la nouvelle littérature sentimentale, c'est-à-dire comme au début du 20e siècle, il y a eu toute une littérature qu'on a appelée la littérature sentimentale, écrite par des prêtres et dont le but était l'effacement social et en fait tout ce qui pouvait poser problème dans la société, on l'oubliait avec le mariage. Là, on l'oublie avec la liaison. Et à partir de là, je me suis dit que la position de Nicolas Mathieu dans le chant devenait problématique parce qu'il a écrit des tribunes dans Mediapart, notamment contre la réforme des retraites. Ce n'est pas le dernier à s'engager. Et j'ai bien vu que, en fait, en termes littéraires, le jeu qu'il joue, même à son corps défendant, c'est un jeu qui en fait trouble parce que ça rejoint une manière d'information et non pas de transformation de la situation politique. Walter Benjamin, dans les années 30, contre le fascisme, a tenu un discours dans lequel il distinguait les écrivains informants des écrivains opérants. Et les écrivains opérants sont ceux qui ne transforment pas la souffrance et la douleur en spectacle, mais proposent des éléments capables de la transformer. Et voilà, je ne vais pas diaboliser du tout Nicolas Mathieu, ce n'est pas du tout la question. D'ailleurs, ce n'est pas du tout sur sa personne, ça n'a rien à voir avec sa personne. C'est plutôt, parce que moi j'avais plutôt bien aimé un de ses précédents livres qui a eu le Goncourt, Leurs enfants après eux, mais je trouve que Connemara posait un certain nombre de problèmes sur la manière dont finalement se produisait une fabrique de la résignation. Il y a une sorte de fabrique de la résignation. Je t'ai lu et je t'écoute et je suis un peu gêné aux entournures, tu vois, par ton discours qui, en vrai, voudrait placer les artistes, puisque c'est à ce titre que Nicolas Mathieu produit des codex, sur des rails où, en fait, nécessairement, en fait, toi, ce que tu voudrais, c'est que son personnage, genre, rejoigne un syndicat, s'engage dans une lutte et puis happy end parce que finalement la lutte sociale devrait toujours triompher. Parce qu'admettons qu'elle rejoigne un syndicat ou je ne sais quoi et qu'elle espère à un moment pouvoir trouver une solution à sa condition par un syndicat et qu'à la fin ça foire, tu dirais ah bah voilà, en plus il nous montre que le syndicat c'est de la merde. Mais je comprends ce que tu veux dire puisque moi j'ai eu le même sentiment, non pas en lisant Connemara, mais en regardant le film de Ken Loach, William Blake, Daniel Blake, je ne sais plus, qui a remporté la Palme d'Or, où en fait c'est exactement la même chose. C'est un type qui perd son travail parce qu'il fait des petites fautes, des petits rien du tout, et en fait il ne lui arrive que des malheurs les uns derrière les autres. Il s'engueule avec sa femme, ses enfants, il finit par vivre à la rue, etc. Et c'est l'autoroute du désespoir. Et jamais à un moment, Ken Loach, et je lui avais posé la question dans une interview, jamais en fait il ne fait intervenir un espèce de collectif quel qu'il soit, un syndicat, un parti, un groupe social qu'il puisse le sortir. Et je m'étais posé un peu la même question que toi, sauf que je suis pas aussi dur que toi. C'est-à-dire que je n'inscris pas ça à l'intérieur en fait d'un mécanisme général qui fait que je pense que Nicolas Mathieu comme Ken Loach font des propositions qui sont aussi raccords avec l'esprit de notre époque. C'est aussi ça dont il parle. Un artiste, il interroge le langage, mais il interroge aussi notre présent. Et il s'avère que notre présent, Nicolas Mathieu comme Ken Loach, le considère comme assez désespérant et qu'ils n'ont pas l'impression, et je pense qu'ils ont raison hélas à cet égard, que les syndicats, pour ne parler que d'eux, sont susceptibles de sortir du malheur toute une catégorie de travailleurs et de travailleuses. Donc je sais pas, c'est ce que tu interroges, plus que la littérature, c'est la place de l'artiste. Et j'entends ce que tu dis sur la distinction que fait Walter Benjamin, mais je suis pas sûr, et surtout en prenant des cas particuliers, que on puisse en sortir quelque chose, quoi. Si ce n'est que demain, Johan soit directeur directeur éditorial à Gallimard, je sais pas quoi, et que tu demandes à tous les auteurs qu'il y ait des happy end collectivistes. Mais je suis pas sûr que ça soit très heureux. Non, mais c'est très très bien que tu me poses cette question parce que c'est la question que je me suis posée en écrivant. C'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce que tu veux pas finalement une littérature de réalisme soviétique? C'est-à-dire,
Voilà, diriger, c'est-à-dire est-ce que tu veux pas faire est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas Aragon qui d'un seul coup propose une fable dans laquelle on puisse s'inspirer, etc. Donc moi la question je me la suis posée en écrivant parce que je me suis dit mais le pauvre Nicolas Mathieu il n'a pas demandé quoi que ce soit, sauf que si j'ai pris l'exemple de Nicolas Mathieu, j'en prends d'autres dans le livre, que ce soit aussi Vincent Message, je l'ai pas mise dans le livre non plus, il y avait Delphine de Vigan ou encore Éric Reynard, donc c'est quand même toute une constellation et c'est pas des cas particuliers parce que lui je l'ai extrait un petit peu parce qu'il me semblait symptomatique dans son roman de ce trait-là, mais il me semble que en fait la question, c'est exactement ce que tu dis, c'est la question dans la position dans le champ social de l'artiste. C'est-à-dire que lui, il a quand même une position qui est extrêmement ambiguë. C'est-à-dire que c'est pas du tout le cas, par exemple, dans la dernière partie du livre, pour moi, il y a une littérature qui est une littérature politique, mais qui ne s'affronte pas à ces questions-là et qui justement propose, comme le dit Emma Marsan, de s'en sortir par le bas, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui soit un autre imaginaire, qui soit quelque chose qui soit ailleurs, qui déplace en fait nos points de vue, nos problématiques. Et lui, alors tu as tout à fait raison quand tu dis que effectivement, c'est pas son but. Son but, lui, c'est de montrer un désespoir, c'est-à-dire elle, cette jeune femme, elle ne trouve pas d'autre expédient dans la vie que cette crise, à cette crise finalement salariale correspond à une crise existentielle qui va être, je dirais, résolue en partie du moins par une crise, par une, je dirais, une échappée sentimentale. Mais c'est en fait dans le livre la place des sentiments et la place de l'amour qui devient une manière de s'enfuir et de ne pas poser une question politique. Parce que le livre ne pose pas de question politique, ça ne me pose aucun problème. Ça me pose strictement aucun problème. Je lis Vivarium de Tanguy Viel sur la nature. Au départ, ça ne pose pas de questions politiques et ça ne me dérange absolument pas. Que le livre soit politique, s'il s'affirme politique, s'il s'affirme en littérature engagée, je crois que la question, elle doit être du côté de Godard. Godard disait il ne faut pas faire du cinéma politique, il faut faire politiquement du cinéma. Et c'est pareil pour la littérature, c'est-à-dire que voilà, il décide de traiter un sujet de manière politique, mais pour moi, il ne va pas jusqu'au bout. C'est plutôt inabouti qu'autre chose. Après, sur le réalisme soviétique, au secours, quoi. Voilà, j'ai pas du tout envie de ça. Je déteste Aragon, je trouve que c'est très très mauvais. Et surtout, je pense que il y a Eisenstein. Mais il y a Eisenstein, effectivement, voilà. Et qui est pas mal, Eisenstein. Ouais, mais parce que ça produit de la forme. Parce que ça produit de la forme, ça produit du montage. Sur les vaches laitières, on a tous... sur les champs de blé, avec le vent. Avec le vent, parce que ça produit, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un imaginaire. D'ailleurs, la fin d'Eisenstein, sa fin précipitée, montre bien qu'il n'était pas en adéquation avec ce réalisme soviétique. Exactement, et c'est ce qui a, ce qui a même à la fin précipité sa perte. Voilà, précipité sa perte. En fait, il a toujours été critique. Oui, y compris lorsqu'il était dans le cœur du réacteur, il a toujours été critique, comme les autres Mayakovsky et compagnie. J'ai une dernière question, Johan. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire... tu as décrit en fait un état de fait, tu as décrit les choses, tu vois, telles qu'elles sont, tu as essayé de le faire en retraçant leur généalogie, etc. Est-ce que tu penses, est-ce que toi tu aimerais un monde où tout le monde serait militant, où il n'y aurait plus d'engagés mais que des militants? Est-ce que c'est ça que tu appelles de tes voeux? Est-ce que tu penses qu'il faut reconstituer des formes organisationnelles structurées et lourdes pour que tout le monde puisse s'y retrouver? Par exemple, le personnage principal de Connemara, de Nicolas Mathieu, tu vois. Est-ce qu'il faut que Nicolas Mathieu, dans son prochain livre, il fasse que son personnage principal, il adhère à un syndicat, tu vois, genre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les syndicats sont de plus en plus, il y a de moins en moins de gens dans les syndicats. Donc il rend compte aussi de cette réalité-là, Nicolas Mathieu. Oui, alors Nicolas Mathieu, on va le laisser à son œuvre et à sa créativité, qui je pense n'a pas besoin qu'on lui donne quelques conseils que ce soit. Mais moi, en fait, je me suis posé la question de savoir comment j'allais sortir de ce constat. Sortir de ce constat, et je pense qu'on est pris dans
qu'on peut appeler le deuil gelé de l'histoire. Et on parlait à l'instant des imaginaires à proposer, qu'une certaine littérature propose des imaginaires, et pas forcément une littérature politique, mais une littérature qu'on n'attend pas. J'ai évoqué tout à l'heure Vivarium de Tanguy Viel, Emma Marsante avec Une mer éphémère, Neige Sino aussi dans Triste Tigre, ou Sandra Lucbert avec Personne ne sort les fusils. Et finalement, en fait, moi je pense que la chose qu'on doit voir, c'est que notre destin est extrêmement modeste. C'est-à-dire, il faut s'en sortir par le bas, mais il faut aussi savoir qu'on ne doit pas devenir les victimes narratives du néolibéralisme. Il faut qu'on essaie de reconstruire un autre récit. Les Soulèvements de la Terre, dans leur essai qui s'appelait Première secousse, paru à la Fabrique au printemps, avait proposé dans une très belle formule de désarmer la machine et en fait d'arrêter cette espèce de machine, cette broyeuse du storytelling néolibéral qui fait que les militants sont criminalisés et qu'on ne parvient pas réellement en fait à s'en sortir. Et je crois que ce qu'il faut essayer de faire, alors ce qu'il faudrait, parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'être programmatique, c'est déjà d'avoir une ambition révisée à la baisse. C'est-à-dire d'être extrêmement modeste, de sortir des discours héroïques, qui sont des discours toujours masculinistes, et de prendre en fait la révolution MeToo qui nous est arrivée comme une forme de modestie face à l'analyse qu'on peut avoir de la société, essayer de voir que des points de vue sont situés, essayer de voir quels sont nos points d'énonciation, et très concrètement d'essayer de s'organiser à une échelle d'abord locale. Moi, j'ai longtemps milité au sein de mon lycée, le lycée Mozart au Blanc-Ménil, et voilà, c'était des combats qui peuvent paraître assez dérisoires quand on récupérait un poste face au rectorat de Créteil, mais c'était un poste récupéré. Quand on a fait la grève du bac en 2019, voilà, c'est parti de quelqu'un qui s'est levé dans une AG à la Bourse du Travail pour dire il faut absolument faire cette grève du bac que tous les enseignants fantasmaient depuis une trentaine d'années, et ça s'est fait petit à petit dans chaque jury de bac. Donc je pense que c'est une ambition très modeste et que le post-militantisme dans lequel on vit nous intime un seul verbe plutôt que militer, c'est peut-être continuer comme on peut, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Johan. Ben, merci beaucoup, Pablo.